Salut à tous. Alors je voulais revenir sur l'affaire de Sergi, du livreur de Sergi qui avait du coup menacé une femme noire à sa fenêtre et lui avait proféré des injures qui avaient surpris une bonne partie enfin un certain pan de la population française, je dirais un pan de la population française qui n'est pas du tout familier de ce genre de d'insultes racistes proférées par un maghrébin à l'encontre d'une subsaharienne ou d'une origine subsaharienne. Alors, j'ai pas forcément envie de revenir sur les nuances telles que, bon, bah, pourquoi est-ce que tu te penches sur les origines? Pourquoi est-ce que tu fais référence à ces deux personnages par leurs origines? Mais parce que pour moi, c'est fondamental. Alors, ils sont sans doute français, d'origine maghrébine et subsaharienne. Mais ce qui est super intéressant dans dans cet événement, c'est qu'il y a une bonne partie des petits blancs un peu gauchos, un peu, euh, un peu naïfs, niais, ayant des velléités antifascistes, ont découvert un monde qu'ils ignoraient. C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, je traitais du seul racisme qui compte. J'explique en gros que le seul racisme qui compte en France, c'est celui des blancs vis-à-vis des minorités. Pour des raisons qui ont déjà été expliquées dans de nombreuses vidéos, sur YouTube ou dans de nombreux livres, pour des raisons historiques. Le blanc a, entre guillemets, inventé le racisme qui a pénétré l'inconscient collectif de la société occidentale. Et les blancs, jusqu'à nouvel ordre, devront faire pénitence, devront montrer par des discours, par des postures qu'ils ont expulsé le poison du racisme de leurs veines. Et donc ces petits blancs qui ont été surpris de ce fait divers ont été surpris tout simplement parce qu'ils ignoraient, comme je l'ai dit, un monde qui leur est souvent inconnu. Quand on part du principe que les minorités et les anciens colonisés, les racisés, sont des personnes victimes d'une oppression systémique, on occulte la possibilité qu'elles-mêmes ont exercé une domination envers une minorité dans une époque ultérieure. Et c'est ce qui est extrêmement savoureux dans ce genre de réaction. J'ai bien vu l'incompréhension des personnes avec qui j'ai pu discuter, qui étaient complètement outrées, indignées, surpris, étonnés de ce que ce jeune livreur a pu dire à cette femme subsaharienne. Il me semble que donc ce jeune homme a expliqué que cette jeune femme était dégueulasse en raison de sa couleur de peau. Il a aussi communiqué le fait que les Noirs avaient été esclaves pendant 1200 ou 1400 ans aux mains des arabo-musulmans. En fait, il a juste rappelé des faits historiques qui sont très peu abordés aujourd'hui, vu que la mode, ce qui est tendance, c'est de rappeler uniquement la traite transatlantique, pardon, et de mettre de côté la traite intra-africaine ou la traite arabo-musulmane qui a coûté tout aussi cher ou voire même plus cher que la traite transatlantique. Mais bon, comme je le dis, il y a eu une espèce d'alliance entre
entre les minorités pour finalement faire payer le blanc. On fait toujours payer le vainqueur. Euh, je sais que c'est assez tendance de citer Nietzsche, mais c'est vrai que dans la généalogie de la morale, pour ceux qui s'intéressent à quelques références philosophiques, procurez-vous ce bouquin. Nietzsche, il explique très bien euh, que pour triompher des forts, les faibles inventent la morale afin de faire culpabiliser le fort, de déconsidérer le fort, de taxer le fort de méchant, et par cet effet de se catégoriser de bon. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les anciens colonisés euh, et les descendants des colonisateurs, donc à savoir voilà, les subsahariens, les maghrébins et les blancs, pour aller assez vite. Je sais bien que ça fait un moment que cette histoire s'est passée. Je pense que ça doit faire plusieurs mois, peut-être 3, peut-être 2. Mais peu importe. Je pense qu'il est intéressant de détruire quelques mythes. Le mythe des minorités africaines qui, main dans la main, auraient été parquées et qui, du coup, auraient, comment dire, créé des liens, une certaine complicité entre communautés. Euh, tout simplement pour survivre à une ghettoisation de la part des méchants blancs. Et donc pour toutes les personnes qui pensent que seul le racisme des blancs compte et que en dehors de ce racisme, tout racisme est anecdotique, est marginal, est sans conséquence ou peu conséquent, je vais vous dire un truc. Toutes les personnes étant nées en cité le savent. Vous pouvez discuter avec des noirs, vous pouvez discuter avec des arabes, vous pouvez discuter avec des blancs qui ont grandi en cité. Les maghrébins méprisent les noirs. Pas tous les maghrébins. Une grande partie de la communauté maghrébine méprise les noirs. Ça s'explique par différentes raisons et il y a le facteur historique qui, qui l'explique en grande partie. Je renvoie à ce que je disais et au propos du jeune livreur sur l'esclavage et, euh, et ce qu'il en disait en fait. Il se vantait que que ses ascendants aient dominé via l'esclavage les subsahariens et pour d'autres raisons aussi. Je vous explique grosso modo ce qui est arrivé par le passé. C'est que les Noirs et les Rebeux, ils ont été parqués ensemble. Bon. Souvent, on se pose la question de savoir à qui revient la responsabilité. Je pense qu'il y a une responsabilité globale, mais il y a une responsabilité supérieure du gouvernement qui, lui, avait la puissance politique pour pouvoir faire appliquer une assimilation cohérente des populations immigrées au lieu de les ghettoiser, ce qui crée les situations actuelles avec des quartiers à prédominance euh, de descendants d'immigrés. Et donc, les Noirs et les Arabes ont été parqués ensemble. Les Arabes, par souci comment dire, de stratégie, je dis pas que ça a été calculé par les Arabes, mais il faut bien comprendre le contexte. Quand tu es dans un territoire où tu te sens méprisé par les indigènes de ce territoire et que tu atterris avec une communauté
que tu méprises, alors tu t'accommodes de la présence de cette communauté que tu méprises afin de pouvoir résister à un ennemi commun, à savoir les Blancs. Et je pense qu'il y a eu une double humiliation de la part des Maghrébins parce que ils ont été parqués avec des Noirs, des personnes qu'ils méprisaient énormément. Euh, Leurs enfants, les enfants de ces immigrés maghrébins, eux ont joué avec des enfants noirs, mais ça s'arrêtait à là. Pour, en ce qui concerne les mariages mixtes, c'était très tabou, surtout dans les familles maghrébines, parce que, comme je le dis, et je vous pousse réellement à aller discuter avec des maghrébins, des darons maghrébins, 40, 50, 60 ans ou plus. Et même les moins jeunes, il y a un gros tabou vis-à-vis de la communauté noire. Euh, j'ai plusieurs anecdotes auxquelles je reviendrai plus tard, pendant peu de temps d'ailleurs. Et du coup, oui, il y a eu cette humiliation, se dire, bon, bah, on méprise les blancs, mais on méprise aussi les noirs. Donc, bon, par souci de contexte, on va s'accommoder de la présence des noirs, mais finalement, on les aimera, on les respectera, jamais réellement comme les nôtres. Parce qu'il y a aussi une culture assez tribale euh, chez les Maghrébins. Alors on pourrait me dire, oui, mais toi t'es une personne noire et du coup forcément tu fais un favoritisme vis-à-vis des subsahariens, etc. Alors personnellement, je pense vraiment essayer d'être le plus neutre possible dans tout ça. Et de mes expériences, d'anecdotes, de paroles rapportées, les noirs généralement ont une certaine ouverture sur les autres. Ok, peut-être que c'est parce que l'Afrique est la poubelle de l'humanité, entre guillemets. Mais c'est vrai que de par l'histoire du peuple noir, je trouve quand même qu'il y a une certaine ouverture et que généralement les autres, donc tous ceux qui ne sont pas noirs, ont beaucoup plus d'animosité, d'hostilité, de peur vis-à-vis de nous que l'inverse. Et généralement, chez les Noirs, il y a moins de... En tout cas, dans le contexte, par exemple, d'un mariage mixte, il y a moins de comment dire, oui, de terreur à l'idée que son enfant, qu'il soit fille ou garçon, se marie avec une personne extérieure euh, à son ethnie, à son pays. En tout cas, je parle sur le territoire français. Et donc, ce racisme intercommunautaire euh, est présent depuis les premières vagues d'immigration africaine. Et ça, c'est une réalité que les petits blancs gauchos, de la gauche, gauchistes plutôt, n'ont réellement pas compris. Et aujourd'hui, il y a une réelle... je pense qu'il y a une aversion grandissante et je pense que ça n'ira pas en s'améliorant avec l'accroissement des diasporas qui ne fait du coup que se précipiter avec le temps. Il y aura de plus en plus de tensions entre communautés et entre communautés maghrébines et subsahariennes. Et je sais que moi, malheureusement, cette connaissance
je pense l'avoir reçu depuis 2-3 ans. J'ai fait certaines expériences euh, malheureuses. C'est-à-dire que moi aussi, avant, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune tension communautaire, il n'y avait aucun racisme des Arabes vis-à-vis des Noirs, et l'inverse, jusqu'au jour où j'ai vécu, plus par la suite entendu des récits d'amis rebeux, que finalement le maghrébin n'a que mépris pour le noir. Et j'en veux pour, pas preuve, mais pour témoignage. Par exemple, une anecdote d'une amie à moi qui m'est chère, une amie blanche, des deux parents français, qui a un certain amour pour l'homme marocain, qui me disait donc dans sa dernière relation avec un Marocain, elle avait rencontré du coup la famille de celui-ci, dont la mère, et elle lui avait posé la question suivante. Elle lui avait posé la question: est-ce que vous m'auriez aussi bien accueilli si j'étais une femme noire? Ce sur quoi la mère donc de son ex lui répondit spontanément, sans complexe: alors non, non, je ne t'aurais pas aussi bien reçu si tu étais une femme noire. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples sur des, 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 des potes noirs qui traînaient avec des rebeux et qui, par exemple, pouvaient parler de filles, de leur physique, de leur désir vis-à-vis d'elles. Euh, mais qu'il y avait aussi des commentaires vis-à-vis des jeunes noirs avec qui ils traînaient. Moi, je te donnerai jamais ma sœur, je donnerai jamais ma sœur à un noir. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de voir que si de jeunes blancs tenaient ce discours, de jeunes blancs français tenaient ce discours à l'encontre de noirs ou de maghrébins, alors tout de suite, ce serait le retour des années 30, les heures sombres de notre histoire, etc., etc. Donc il y a vraiment un décalage entre, comment dire, ce décalage entre cette confortabilité à pouvoir dire ce qu'on pense d'une communauté, d'une race, chez les racisés, les noirs, les arabes, et cette peur chez les blancs de dire ce qu'ils pensent vis-à-vis de noirs ou d'arabes. Et ça c'est, je trouve que c'est assez inquiétant. Bon, après, oui, il y a énormément d'anecdotes, hein. Et je sais que il y a aussi, je pense ces dernières années, il y a eu un, comment dire, un accroissement de la radicalité de certains Arabes sur, sur les unions mixtes. Euh, Souvent, il n'y a pas eu si longtemps que ça, un humoriste avait fait une blague sur les femmes marocaines, je crois, et un Marocain ou un Français d'origine marocaine, finalement, a beaucoup plus, indépendamment de son origine, pardon, indépendamment de sa nationalité, a beaucoup plus agi en marocain qu'en français. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a du coup interpellé l'humoriste qui faisait des blagues sur les Marocaines en lui disant: pourquoi fais-tu des blagues sur les Marocaines? Et c'est assez symptomatique parce que chez les Marocains, il y a une certaine. Mais je pense chez les Maghrébins, mais je connais beaucoup plus les Marocains que les Maghrébins, une certaine obsession autour de la femme marocaine. Il n'y a aucun scrupule chez les hommes marocains
euh, chez les hommes maghrébins généralement d'ailleurs, à consommer de la blanche, parce que la femme blanche est vue comme une femme volage, qui finalement, voilà, c'est un essuie-tout qu'on peut utiliser, réutiliser, et quand on décide de se ranger, on va choisir une femme de notre communauté, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit marocaine ou tunisienne, et qui plus est, vierge. Et c'est vrai que chez les Maghrébins, il y a cette obsession, ce fétichisme à l'endroit de la femme vierge. J'avais lu un bouquin, alors il vaut ce qu'il vaut. Je sais que cette romancière a de nombreux, euh, je dirais pas ennemis, mais contradicteurs. Il s'appelle Leila Slimani et j'avais lu son bouquin sur la vie sexuelle au Maroc et c'était complètement pathétique. Euh, le bouquin raconte donc la vie sexuelle, les déboires sexuels, les anecdotes sexuelles, les anecdotes des femmes et de leurs relations avec des hommes. Et on voit vraiment que dans cette société marocaine, bah, les hommes, ils ont peur des femmes. C'est des hommes complètement névrosés, qui connaissent rien à la sexualité, qui connaissent rien aux femmes, assez misogynes, société très, très hypocrite. Donc, bon, un gros problème, une grosse obsession, encore une fois, sur la virginité. Ils savent même pas pourquoi. On retrouve des enfants dans des poubelles. L'IST qui fait le plus peur là-bas, c'est le fait d'avoir des enfants. Enfin, assez chaotique quand même. Le bouquin était assez enrichissant sur le plan des témoignages de ces femmes. Et je me dis du coup, euh, quand tu as des Maghrébins, et donc du coup, dans ce cas-ci, des Marocains qui finalement ne s'assimilent pas, ne s'intègrent pas et qui gardent un certain nombre de mœurs, d'aspects culturels de chez eux, donc du Maroc, alors ça donne ce genre de situation où il y a une misogynie, il y a de gros problèmes d'estime de soi, sur le plan de la virilité, de la masculinité. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser euh, du coup, un de ces, une de ces figures de proue de la radicalité euh, du communautarisme arabe dans le cadre des unions mixtes. Et je pense à Bassem. Bassem, il a eu des déclarations à l'encontre euh, des beurettes de chicha, des beurettes et des noirs qui ont fait polémique. Mais moi, Bassem, ce que j'aime bien avec lui, c'est que, et moi je respecte les personnes qui sont honnêtes, qui disent ce qu'elles pensent. Et ben Bassem, il est l'incarnation de ce que beaucoup de rebeux pensent vis-à-vis des noirs. Le cas Bassem, il est intéressant parce que je pense que c'était le type qui consommait de la blanche, le classique, hein, consommait de la blanche et qui s'est aperçu, qui est tombé de haut quand il a commencé à voir que ses sœurs maghrébines euh, étaient assez hypocrites. Après, quand je dis hypocrite, je pense qu'on est victime de notre culture, hein. Tu as le concept de Harchouma chez les rebeux, assez fort, où finalement tu peux faire à peu près tout ce que tu veux d'illicite à partir du moment où tu le fais bien et caché. Ok. Et je pense que ça pousse du coup beaucoup de femmes maghrébines à avoir en quelque sorte une double vie.
Et donc il s'est rendu compte que un certain nombre de maghrébines se faisaient vulgairement sauter par des renois. Et bon, la compétitivité, la compétition pardon, sexuelle, alors entre renois, entre rebeux, entre blancs, généralement elle met mal à l'aise tous ceux qui ne sont pas noirs pour des raisons assez évidentes, idiotes bien sûr. C'est-à-dire que, bon, homme noir, alors probabilité supérieure de gros zizi, donc probabilité d'une jouissance supérieure de la femme, donc virilité supérieure de l'homme noir, etc., etc. Alors c'est complètement débile, hein. Ce qui n'est pas débile, c'est le fait que, oui, en général, les hommes noirs ont des sexes plus gros, mais ce qui est débile, c'est de lire la sexualité à l'aune de la grosseur du pénis ou de la longueur du pénis euh, de l'individu. Et ça, je pense encore une fois que ça dénote une certaine ignorance crasse euh, sur la sexualité dans sa globalité. Et donc oui, il y a ce deux poids deux mesures entre des hommes maghrébins qui écument leur colère, leur rage de voir finalement des femmes maghrébines qui s'amusent, qui ont des relations sexuelles, qui ont des relations sérieuses ou moins sérieuses avec des hommes noirs, alors que eux-mêmes, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que pas mal de ces hommes maghrébins soit considèrent les femmes noires comme dégueulasses, soit n'assument pas d'être attirés par des femmes noires, parce qu'il y a encore une fois le spectre de la hantise de l'homme noir qui aurait une sexualité supérieure, beaucoup moins complexée. Et du coup, il y a un effet de compétition qui décourage, qui peut décourager le maghrébin de la même façon que des fois comment dire, peut décourager des hommes blancs. Bref. Et du coup, oui, il y a ce deux poids deux mesures parce que l'homme maghrébin consomme de la femme blanche. Il n'a aucun scrupule à consommer une femme qui n'est pas de sa communauté. Et d'ailleurs, j'ai oublié de raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 ans de cela, je n'étais pas au courant du mépris des Maghrébins vis-à-vis des Noirs. Et il y a eu un moment où j'ai demandé successivement à un de mes meilleurs amis qui est marocain la question de savoir qu'est-ce que les Marocains avaient contre les Noirs, pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas donner leurs filles à des Noirs, ce genre de questions un peu taquines. Bon alors forcément quand on est avec des amis qui nous sont proches, on a plus ou moins, non, on a des réponses qui sont plus authentiques. Et du coup, j'ai posé à cet ami la question de savoir pourquoi est-ce que les Maghrébins avaient tant de mal que ça à donner leurs filles à des personnes avec qui ils vont prier dans la même mosquée. Et dès que ça parle mariage intercommunautaire, ça grince des dents, ça se distancie soudainement. Et du coup, j'ai posé cette question et lui, il m'a apporté la réponse de bon bah les Noirs ont une grosse bite et du coup voilà. Bon, j'ai pas été du tout convaincu, même si aujourd'hui, je pense que du fait de notre cerveau reptilien, cet élément de réponse n'est pas à disqualifier, bien qu'il soit insuffisant. Et du coup, le lendemain, on faisait une partie de foot avec des potes à lui qui sont marocains. Et j'ai posé cette question à ses potes et j'ai bien vu leur réaction. Il y a eu une réaction de malaise, de qu'est-ce qui me chante celui-là? Pourquoi est-ce qu'il me pose une question comme ça? Et je me souviendrai toujours de la réponse que un de ses amis m'a apportée. Il m'a dit cela. Pourquoi est-ce que vous voulez sortir, vous marier avec des rebeux alors que nous, les hommes marocains, nous ne sommes pas intéressés par vos femmes, donc à savoir les noirs, les femmes noires.
Et du coup, j'ai esquissé un sourire et j'ai trouvé ça, encore une fois, d'une grosse hypocrisie parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les hommes français ne sont pas plus intéressés que ça par les femmes beurre, par les femmes arabes, maghrébines. Et pourtant, les hommes maghrébins ne se dispensent pas de consommer, euh, de vivre leur jeunesse sur le ventre des femmes blanches. Donc j'ai trouvé ça assez risible et encore une fois trop insuffisant. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est très difficile pour certaines personnes de réellement donner les raisons réelles euh, de, 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 de ce refus de vouloir cautionner des relations intercommunautaires, interraciales entre maghrébins et subsahariens, ou maghrébins et noirs généralement. Donc voilà, donc bon, bah, j'espère avoir un peu éclairé une situation qui restait beaucoup trop sombre à de nombreux petits blancs. Quand je dis petits blancs, c'est taquin, hein, mais toutes les personnes généralement qui pensent que il n'y a pas de réelle substance raciste chez les minorités, alors que nous sommes en plein dedans. Et si ça, j'espère que ça a pu vous apporter des éléments de réponse sur des questionnements euh, qui n'étaient pas répondus sur ce point. Voilà, à bientôt, à la prochaine.